Il est 13h à Conakry, Memera Korosa, bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. Les représentants des partis membres des commissions administratives de centralisation des votes CACV ont prêté serment devant les tribunaux de Conakry. Leur mission, garantir la transparence des résultats du scrutin. Et puis 1500 femmes et filles déscolarisées et non scolarisées du pays ont obtenu leur attestation de fin de formation dans les 35 KF du pays. Cette reconnaissance permettra aux récipiendaires d'assurer leur autonomisation financière. À la fin de cette édition, nous irons à Fria où s'est déroulée la 10e édition du festival. Là, c'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Vers la présidentielle du 28 décembre prochain, la CEDEAO a déployé 120 observateurs électoraux en Guinée. C'est dans la soirée du mardi que le chef de mission d'observation pour la Guinée de l'organisation sous-régionale a été reçu par les autorités du ministère des Affaires étrangères. Une opportunité pour les responsables de la mission de décliner les objectifs de leur présence à Conakry. Reportage Ahmedou Touré et Seydou Bassila. Pour l'observation électorale du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 en Guinée, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a déployé une mission composée de 120 observateurs. La délégation est conduite par Dr Abdouli Diané. L'observation, c'est le meilleur moyen de s'assurer que les élections sont libres et transparentes. Le CEDEAO est en train d'aider la Guinée pour qu'on ait des élections acceptables, transparentes et comme ça on passe de phase actuelle à une phase beaucoup plus démocratique. Dans la même mission, l'on pouvait signaler la présence d'une autre figure non les moindres. Il s'agit de l'ambassadeur Abdel Fatou Moussa, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Il a apporté des précisions autour de la présence de la délégation de la CEDEAO. C'est une mission qui est composée des délégations de tous les éléments de notre communauté. On sait très bien, la Guinée, c'est un pays clé de notre sous-région. Ici, on connaît son histoire et tout ça. Et je crois que, comme vient de dire le chef de la mission, ces élections vont mener à terme la transition pour que finalement la Guinée soit pleinement réintégrée dans les instances de décision de la CEDEAO. Au lendemain de leur arrivée à Conakry, les membres de la mission de la CEDEAO ont rencontré successivement les autorités du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger avant de se rendre à la Cour suprême. Dans ces différentes institutions, la mission a eu une large conversation avec les autorités concernées relatives au processus de retour à l'ordre constitutionnel et surtout les préparatifs du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Je vous le disais au sommaire à Conakry, les représentants des partis membres des commissions administratives de centralisation des votes CACV ont prêté serment devant les tribunaux. Leur mission, garantir la transparence des résultats du scrutin. Un engagement solennel pris devant les tribunaux de Dixine, Mafanko et Kaloum. C'est une compilation de Karno Younoussaba Sué. Ils sont représentants des partis politiques désignés pour superviser la centralisation des résultats électoraux. À Conakry, les membres des commissions administratives de centralisation des votes CACV ont prêté serment devant les juridictions compétentes. Au tribunal de première instance de Mafanko, 12 membres y prêtent serment. Ici, les responsables du tribunal rappellent le rôle des concernés. Le parjure, ça fait partie des caractéristiques du serment. Quand vous faites une déclaration solennelle d'accomplir une mission, un devoir au nom de l'État, il faut mettre du sérieux. Celui qui ne le fait pas, il y a les conséquences. C'est ce qu'on appelle parjure. Parjure, c'est subir la rigueur de la loi. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à leur expliquer ce passage et insister pour qu'ils prennent les choses au sérieux. Je vous demande simplement de mettre, n'est-ce pas, l'intérêt de la nation au-dessus des intérêts partisans. Après Mafanko, direction Dixine, 11 autres membres accomplissent le rituel
Ici aussi, les magistrats insistent sur la responsabilité qui incombe aux membres des CACV dans ce contexte électoral. La formule du serment prévue à l'article 104 du Code électoral que vous allez prononcer tout à l'heure comporte des valeurs dont il convient d'éclaircir le sens et la portée. Il s'agit de l'honneur, l'indépendance. L'indépendance est synonyme de liberté et de souveraineté. Elle veut dire absence de dépendance, la transparence. Ce terme désigne le caractère de ceux qui ne cachent rien, l'impartialité. Cette expression veut dire neutralité. En vous présentant devant cette juridiction pour prêter serment, vous n'accomplissez pas un simple acte de procédure. Vous vous engagez dans le pacte sacré avec la République. Devant le tribunal de première instance de Kaloum, ils sont 6 à jurer de bien remplir la tâche qui leur est confiée. À terme, ils vont couvrir les communes de Kaloum et Kassa. Les mêmes valeurs sont à nouveau rappelées. L'alinéa 2 de l'article 104 indique les termes du serment comme suit. Je jure et promets sur l'honneur de remplir fidèlement mes fonctions de membre de la CACV, de n'obéir qu'à la seule autorité de la loi, d'agir en toute indépendance, transparence et impartialité. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi. À quelques jours donc du scrutin, ces prestations de serment sont observées dans toutes les juridictions d'instance du pays. Elles marquent une étape majeure dans le dispositif électoral visant à crédibiliser le processus avec à la clé le renforcement de la confiance. À quelques jours donc de l'élection présidentielle, les initiatives en faveur du renforcement du tissu social se multiplient à travers le pays. À Siguiri, c'est le vestibule, l'espace ancestral de dialogue qui s'érige en acteur clé de la prévention des conflits. Voyons tout cela avec Marie Koumbassovogui et Adama Elsa Traoré. Ici, la parole précède l'action. À Siguiri, le vestibule Nouga a servi de cadre à une cérémonie de sacrifice et de lecture du Saint-Coran. Leaders communautaires, sages et citoyens s'y retrouvent pour rappeler l'importance du vivre ensemble. À l'approche de l'élection présidentielle, ce cadre traditionnel rappelle que la paix se construit au quotidien par l'écoute et le dialogue. Nous sommes venus dans le cadre d'abord des élections pour essayer de nous ajouter aux sages, pour essayer d'apaiser les esprits, pour que les élections se passent dans les meilleures conditions, pour qu'on écarte toute tension, tous ceux qui ont des petits litiges, qu'ils les mettent de côté, pour que nous ayons vers l'objectif commun, c'est de tout faire pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. Avant, pendant et après, nous serons là aussi. Lieu de concertation et de médiation, le vestibule de Siguiri devient un espace de prévention nougat des conflits. Un cadre où les mots rassemblent pour que le choix des urnes s'exprime dans le calme et la concorde. Le responsable de cette rencontre nous a montré à quel point il est content. Il y a un adage malinké qui dit que l'enfant n'est jamais plus important que son père, mais il peut devenir plus précieux que lui. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ce sacrifice à l'honneur de Siguiri. La rencontre s'est achevée par des prières et bénédictions afin que le dialogue et la sagesse demeurent les meilleurs garants d'un scrutin apaisé. Dans quelques mois, les fonctionnaires de la région de Kindia auront leur cité administrative. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a lancé les travaux de construction de plusieurs bâtiments dans le quartier Monkepa. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Yaya Silla est notre correspondant basé à Kindia. Parmi les grands événements qui marquent la mémoire collective des citoyens de la région de Kindia cette année 2025 est le lancement des travaux de construction de la nouvelle cité des fonctionnaires. Le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba, en compagnie de plusieurs ministres et cadres de l'administration publique, a posé la première pierre pour lancer les travaux. Pour l'occasion,
Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du territoire est chargé de la récupération des biens spoliés de l'État est revenu sur la vision de la refondation et du programme Simandou 2040. Ce mérite revient au chef de l'État, Mamadi Doumbouya, qui a bien voulu mettre en place le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, dont nous avons la charge aujourd'hui de matérialiser la vision à travers ces différentes réalisations d'infrastructures partout dans le pays. Et pour tous les fonctionnaires guinéens, les fonctionnaires sont des architectes de l'unité nationale. La Guinée a unité nationale. Beaucoup d'entre nous ici se réclament kindianais, dont leurs papas viennent d'ailleurs en Guinée, mais qui étaient plutôt fonctionnaires. Par conséquent, construire une cité pour les fonctionnaires à Kindia est une œuvre utile qu'il faut saluer. Dans un délai de 12 mois, il sera bâti 5 bâtiments à étages sur une surface de 1000 mètres carrés dans le quartier Mankepa. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Africa Paysage. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis l'accent sur la refondation de l'État et la solidarité nationale qui garantissent la dignité de l'agent public. Aujourd'hui, à Kindia, si on lance la cité administrative, ce n'est pas un cadeau que nous faisons aux fonctionnaires. C'est une exigence supplémentaire pour tous ceux qui sont dans la fonction publique, c'est de faire le travail correctement au service de la population, dans de meilleures conditions, et qu'eux aussi, ils soient dans des conditions de dignité qui les permettent d'assurer correctement leur travail. Comme vous l'avez vu, la refondation, ce n'est pas simplement la construction, c'est également permettre aux hommes et aux femmes qui sont au service des populations, des collectivités à tous les niveaux, d'être dans un environnement qui leur permet d'être en dignité et de rendre un service de qualité à la population. Ça, c'est un aspect très important de la refondation. Cela veut dire que tout ce que nous faisons est tourné vers une meilleure satisfaction des besoins des populations. Partout où il est passé, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été ferme sur la gestion des fonds publics. Il a prévenu que le gouvernement ne tolérera aucun chantier abandonné et que le suivi sera rigoureux. Deuxième grand titre de cette édition, dans les 35 CAEF du pays, les apprenantes se battent pour leur autonomisation. Cette année, 1500 femmes et filles déscolarisées et non scolarisées ont obtenu leur attestation de fin de formation dans les filières génératrices de revenus. La suite avec Alkali Kobele Keïta et Mohamed de Camara. Pour cette session 2025, elles sont plus de 1000 apprenantes à boucler leur formation dans les différentes filières au niveau des CAEF. Cette stratégie du gouvernement est pilotée sur le terrain par le ministère en charge de la promotion féminine à travers le CAEF. Elle vise à rendre autonomes les filles et les femmes, surtout issues des milieux défavorisés du pays. Depuis l'avènement du CNRD, nous avons pu former dans les CAEF plus de 8500 filles dans des formations qualifiantes sur toute l'étendue du territoire national où se trouvent les CAEF. Ce sont des cérémonies synchronisées où à peu près 1500 filles recevront des attestations à l'issue de leur formation dans différents métiers qui sont fournis dans les CAEF. Aujourd'hui est un jour important pour nous. Ce que nous recevons ici n'est pas seulement du matériel ou des attestations. C'est une chance de changer nos vies et de croire davantage en nous-mêmes. Cette remise des attestations aux apprenantes sortantes des CAEF session 2025 a été une occasion pour le président de la République, Mamadi Doumbouya, d'encourager les 10 championnes des CAEF pour leur engagement dans la voie qui mène vers l'autonomisation de la gente féminine guinéenne. Je remercie le président de la République. J'ai eu la chance de gagner les 20 millions de francs guinéens, puisque j'ai bien travaillé. Je vais continuer à travailler pour contribuer au développement de mon pays. Ce résultat est dû principalement
à l'environnement politique favorable sous la conduite de son Excellence Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a décidé de rompre avec l'indifférence et l'exclusion en plaçant l'humain, et en particulier la femme, au cœur de son projet de société. Les attestations et les financements remis aujourd'hui sont la traduction concrète de cette volonté. À la fin de la cérémonie, un montant de 200 millions a été donné à 20 groupements composés des sortants des CAEF par l'OFAEF. Le but de cet appui, booster les activités génératrices de ces groupements féminins. À Siguiri, précisément dans le Bourré, le chômage des jeunes est au centre des préoccupations. 2 jours ont permis au cadre du ministère de la Jeunesse et chefs d'entreprise d'échanger avec 200 jeunes autour de leur insertion socio-professionnelle. La rencontre était placée sous le signe de l'emploi et de l'auto-emploi. Diarra Diallo, Adama, Elsa Traoré. À Siguiri, la lutte contre le chômage des jeunes passe à l'action avec la tenue du salon de l'emploi et de l'auto-emploi. Pendant 2 jours, jeunes en quête d'opportunités, entreprises minières, structures de formation et institutions d'appui à l'entrepreneuriat se retrouvent dans un même espace d'échange avec pour objectif rapprocher l'offre à la demande, mieux orienter les jeunes et faciliter leur accès au marché du travail dans une zone fortement marquée par l'activité minière. Le secteur minier guinéen devient compétitif et extractif à travers le programme Simandou 2040, qui est une opportunité de développement de notre pays, d'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Le ministère de la Jeunesse, à travers la Direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes, avec l'appui des partenaires, réaffirme son engagement en faveur de l'employabilité des jeunes en misant sur le renforcement des compétences, la maîtrise des techniques de recrutement et l'adaptation aux besoins réels des employeurs. Nous sommes à Siguiri aujourd'hui pour l'organisation de la 2e édition du Salon de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes, qui a pour objectif de promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes, mais aussi la stabilité socio-économique dans les zones minières. Le de Siguiri s'inscrit dans le cadre de venir à bout, afin de proposer des solutions dans le cadre de l'instauration de la paix, de la bonne cohabitation entre les jeunes et les sociétés, entre les populations et les jeunes. Des panels thématiques viennent enrichir les échanges autour de Simandou 2040, des stratégies de recrutement des sociétés minières à Siguiri, des mécanismes d'insertion professionnelle ainsi que des liens entre exploitation minière, environnement et agriculture. Un cadre de dialogue destiné à mieux préparer les jeunes aux réalités du monde professionnel par l'activité minière. À présent, ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation porte à la connaissance de la population que pour des impératifs liés à la sécurité intérieure et au maintien de l'ordre public, la vente, la détention et l'utilisation des feux d'artifice sont formellement interdites sur l'ensemble du territoire national. Du mercredi 24 décembre 2025 au vendredi 5 janvier 2026 inclus. À l'issue de cette période, toute utilisation de feux d'artifice est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation expresse du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le ministre en appelle au sens civique à la responsabilité individuelle et collective de l'ensemble des citoyens et les exhorte au strict respect de la présente mesure prise dans l'intérêt supérieur de la sécurité publique. Les gouverneurs de région, les préfets et les sous-préfets sont chacun, en ce qui les concerne, chargés de la mise en œuvre et du suivi rigoureux du présent communiqué. Conakry, le 25 décembre 2025, signé M. Ibrahima Khalil Condé. Nous poursuivons cette édition. La Poste guinéenne se modernise et prend en compte de nouveaux éléments dans son développement. L'accent est mis sur les services digitaux pour répondre aux besoins des citoyens. C'est dans cette optique qu'un nouvel espace est inauguré à Kipé avec une vision tournée vers la modernité. Plus de détails avec Kernos Mandialo.
Pour s'adapter aux nouvelles réalités, la Poste guinéenne opère des mutations profondes et inaugure un nouveau showroom à Kipé qui intègre pleinement le digital et révolutionne les services postaux. Un événement qui marque le début d'une nouvelle ère pour la Poste guinéenne, appelée à jouer un rôle important dans le développement de la Guinée. Si nous voulons garder notre Poste guinéenne active et au service du public, il est nécessaire d'innover et d'introduire d'autres services, de nouveaux services digitalisés. C'est pour cela que nous avons intégré cette fois-ci la digitalisation des services postaux, mais aussi avec le e-commerce qui arrive, il va falloir numériser toutes les applications postales et intégrer des services financiers et postaux pour que la Poste puisse survivre. C'est pour cela que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans l'objectif de faire de la Poste un service public ouvert, avec tous les services administratifs intégrés. Ainsi, quand les citoyens viendront dans une agence, ils pourront expédier ou recevoir leur colis, mais en même temps, s'ils veulent faire une demande de renouvellement de leurs pièces administratives, ils peuvent le faire à travers les services postaux. Grâce au nouveau dispositif, les Guinéens pourront plus facilement recevoir leurs colis de partout à travers le monde et bénéficier de toute l'assistance nécessaire pour des achats en ligne sécurisés, par exemple. Mon ambition première en prenant les rênes du département des postes et télécommunications et l'économie numérique était de raviver la Poste guinéenne, qui autrefois nous a rapprochés, nous a permis d'être avec tout le monde entier, nous a permis d'être avec nos parents, nos familles, où qu'ils soient, sur l'étendue du territoire, mais aussi ailleurs dans le monde. Aujourd'hui à Kipé, nous pouvons le dire, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, le secteur postal guinéen est sorti de son immobilisme. Il est entré dans une phase de repositionnement stratégique, de modernisation progressive et de reconquête de sa place dans l'architecture économique et institutionnelle du pays. À terme, la Poste guinéenne prévoit l'intégration progressive d'une banque postale et des services financiers modernes afin d'étendre ses services et poursuivre sa transformation. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs de coton. La relance de la filière devient une réalité à Cancan où la société cotonnière ouvre ses portes. La nouvelle est annoncée par la ministre de l'Agriculture pour rassurer les acteurs de la chaîne. Dans son agenda, elle envisage distribuer des motoculteurs et des revenus aux producteurs afin d'offrir de belles opportunités d'emploi. Diamond Kaba nous fait le point. Le coton est la fibre naturelle la plus utilisée dans l'industrie textile. À Cancan, la relance de cette filière rentable vient tourner la page de long moment des cris du cœur. Par ce lancement officiel des activités de l'or blanc, le paiement des revenus aux producteurs est la première bonne nouvelle pour revitaliser le secteur et galvaniser les acteurs pour augmenter le rendement dans les grands bassins de production. Certes, nous avons reçu un accompagnement, mais le plus important pour nous reste la relance de la filière et notre engagement à produire suffisamment afin de maintenir ce nouvel élan. Ici, à la société cotonnière de Cancan, cet autre coup de pouce est une réponse à la requête pressante des acteurs. Ils reçoivent des motoculteurs pour faire progresser de façon rassurante la filière de l'or blanc. Un vent de renouveau pour offrir des opportunités d'emploi en milieu rural. Aujourd'hui, en Haute-Guinée, une partie de la forêt, une partie de la Moyenne-Guinée, la culture qui aura un impact direct sur les producteurs et très rapidement, c'est le coton. C'est vraiment une culture locomotive qui draine toutes les autres cultures, notamment vivrières, ce qui est inscrit dans la politique de la société cotonnière. Nous avons de grosses ambitions pour cette filière stratégique qui est la filière du coton. Le gouvernement fera sa part en créant les conditions optimales pour une relance effective aux producteurs et aux autres acteurs de la chaîne de valeur du coton, de reprendre confiance, de se mobiliser autour des objectifs de la relance et de se mettre à la tâche. Nous avons la chance, celle d'avoir un homme, le président de la République, le chef de l'État Mamadi Doumbouya qui sait relever les défis, un président qui met les priorités de son peuple en avant et avant tout. Ainsi, le programme Simandou 2040 qu'il a initié
permettra de financer le développement du secteur agricole et d'accompagner les filières porteuses de croissance économique et génératrices de plus-value telles que celle de la filière coton. La réception de ces engins agricoles et le paiement des revenus aux producteurs de coton renforcent l'énergie de la société cotonnière de Kanka pour rendre la filière plus productive et compétitive. Un signal fort pour revitaliser la politique agricole du gouvernement en matière de production et de transformation du coton. Histoire et diplomatie, le 12 décembre 1958 marque une étape majeure dans l'histoire de la Guinée. Ce jour-là, le pays entrait officiellement aux Nations Unies, affirmant sa souveraineté et sa place parmi les nations du monde. Cette année, la date anniversaire est célébrée en différé à travers un échange diplomatique organisé par l'Association guinéenne des anciens diplomates. Des précisions avec Makem Edozo. Le 12 décembre 1958 marque une date historique pour la Guinée. Ce jour-là, le pays devenait le 82e État membre de l'Organisation des Nations Unies, affirmant ainsi sa souveraineté sur la scène internationale. Pour préserver cette mémoire, l'Association guinéenne des anciens diplomates AGAD a fait de cette commémoration une priorité. À travers rencontres et échanges, l'objectif est de retracer l'évolution historique et diplomatique de la Guinée depuis son accession à l'ONU. Pour célébrer cette date, gravée pour l'éternité dans les récits historiques, qui mérite d'être retenue par les jeunes générations, actuelles et futures, l'AGAD, dans sa quête permanente de promotion de l'image de marque de notre pays, se fait un point d'honneur d'organiser cet événement. Selon le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, cette initiative vise également à transmettre aux jeunes générations les valeurs de diplomatie, d'indépendance et d'engagement international qui ont marqué les débuts du pays. Aujourd'hui, alors que notre pays poursuit ses efforts de consolidation de la paix, de renforcement de la bonne gouvernance et de développement durable, nous puisons dans l'héritage de ces pionniers la force morale, les valeurs cardinales et la vision nécessaire pour relever les défis contemporains dans le respect des principes qui ont toujours guidé leur action. Au nom de son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, je rends un hommage appuyé et solennel à ces bâtisseurs de notre diplomatie et réaffirme notre détermination à honorer leur héritage en demeurant fidèles aux idéaux des Nations Unies et aux valeurs pour lesquelles ils se sont engagés. Plus de 6 décennies après, cette date reste un symbole fort de l'ancrage de la Guinée dans le concert des nations. De 1958 à nos jours, notre pays continue de puiser dans son histoire diplomatique les repères nécessaires pour affirmer sa place sur la scène internationale. Et c'est parti pour la 10e édition du festival, un événement qui rassemble chaque année de grandes figures de la musique guinéenne pour offrir un moment de partage et de fête au Friaka. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence des autorités locales et des acteurs culturels de la région. Le point avec Mohamed Bangoura et Abdoulaye Diallo. La ville de Fria vibre au rythme du festival, un événement qui depuis 10 ans réunit artistes et acteurs culturels autour de la musique, de la danse et de la promotion de l'entrepreneuriat culturel. Cette rencontre intergénérationnelle, initiée par la structure MACTIM, a pour ambition non seulement d'offrir un spectacle de qualité au Friaka, mais aussi de mettre en lumière les talents émergents de la scène guinéenne. À la base, nous voulions faire un événement pour faire plaisir aux populations de Fria qui en avaient besoin. Aujourd'hui, nous avons dépassé l'objectif que nous sommes assignés parce que la ville de Fria, après ce festival, a comme son emblème. Ce festival est un véritable tremplin pour les jeunes artistes en quête de promotion. C'est l'occasion rêvée pour eux de se faire découvrir par le grand public et de partager leur passion de la musique. C'est non seulement un plaisir, mais ça peut aussi aider à donner beaucoup plus de visibilité via les gens qui ne nous connaissent pas et tout. Donc c'est une occasion à célébrité pour nous en fait. La culture et l'éducation, les deux vont ensemble. Vraiment, c'est un sentiment immense. Nous sommes dans la joie.
On est venu se divertir. Pour cette 10e édition, le festival rend hommage à Mamadou Aliou Bari, alias Ndol, pour son engagement sans relâche dans la promotion de la culture et la formation des jeunes talents de Fria. Sur scène, des vedettes comme Fishkila et King Alasco ont revisité leurs plus grands tubes pour offrir aux festivaliers un moment inoubliable de la musique et de plaisir. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Au revoir.